D'accord. Est-ce que ça a été vérifié ou est-ce que ça a été expliqué scientifiquement ou techniquement, cette communication intuitive, ou est-ce que ça reste du domaine carrément de l'ésotérisme pur Bon, vous me posez deux questions là. Alors je vais commencer par la première. Est-ce que ça a été vérifié ? Alors moi, j'encourage toutes les personnes qui entreprennent de pratiquer des communications avec des animaux de les vérifier systématiquement. C'est tout à fait possible de vérifier des communications. Il y a une série de moyens tout à fait simples. Hein. Par exemple, observer le comportement de l'animal. Est-ce qu'il change quand on lui a demandé quelque chose? Est-ce qu'il le fait? Alors évidemment, c'est comme... la communication ne va pas obliger l'animal à le faire, hein, mais il y a une façon de demander qui fait qu'il peut avoir envie de le faire, et c'est pas la même chose. C'est un petit peu si on compare ce qui se passe dans la communication entre humains. Si vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre, il a très bien compris ce que vous lui avez dit, mais si vous ne lui demandez pas d'une façon qui le motive, il va pas le faire. Hein. Donc là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on le demande à un animal qu'il va se sentir obligé de faire ce que nous demandons. Donc la vérification va être possible par le changement de comportement, je le disais, mais aussi par des observations extérieures que des personnes vont faire de leur animal. Par exemple, je reprends l'exemple du chien qui ne voulait pas aller à la cuisine. Eh bien, si dans l'état empathique, on apprend que cet animal par exemple, se sent triste ce jour-là et qu'on accueille sa tristesse et qu'on s'occupe de ce qui le rend triste, eh bien, on peut obtenir un changement de comportement qui va même être observé par les autres membres de la famille. Hein, donc à ce moment-là, on peut être, je dirais, assez tranquille que ce qu'on a vécu n'était pas notre imagination. Alors il y a une série d'autres moyens de vérifier, mais je veux pas détailler ceci de trop près, d'une façon qui serait peut-être ennuyeuse parce que ça devient un peu technique. Mais je vais reprendre sur la deuxième partie de votre question, qui était donc est-ce que cette communication rejoint des expériences ou des études scientifiques. À ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites spécifiquement sur la communication avec l'animal. La communication intuitive se rapproche, une partie de la communication intuitive est très voisine de la télépathie. Il y a d'autres éléments dans la communication intuitive. Il ne faudrait pas la réduire à cette dimension-là. La télépathie a été étudiée par certains scientifiques. Maintenant, évidemment, l'ensemble de la communauté n'est pas d'accord avec les études qui ont été faites. Ça, c'est toujours le problème avec ces disciplines qui sont un peu marginales. Donc ça, c'est quelque chose qui est controversé. Le fait que nous soyons capables, en tant qu'être humain, de percevoir des éléments de la réalité d'un autre individu, là, il y a beaucoup d'avancées en neurosciences qui vont dans ce sens-là. Les neurosciences ne sont pas particulièrement motivées par la communication avec les animaux. Ils s'occupent plutôt de choses concernant la santé humaine. Ou bien, si on s'occupe d'animaux, on va s'occuper de quel genre de neurones il y a dans le cerveau d'un dauphin. Enfin, ce sont des études qui ne vont pas directement dans le sens de la communication intuitive. Et puis ensuite, il y a des gens plus proches de l'éthologie qui là vont s'intéresser, ou même, pourquoi pas, des gens qui sont des ethnologues, donc qui s'occupent des cultures dites primitives. Donc ça, ce sont des disciplines aussi qui vont rejoindre la pratique et la vision de la communication intuitive, mais sans s'y intéresser directement. Donc malheureusement, dans les connaissances scientifiques actuelles, il n'y a pas de recherche spécifique, à ma connaissance, qui vont corroborer les expériences de communication intuitive directement. Mais il y a quand même des gens qui ont documenté des cas, qui ont fait des études statistiques. Ce sont pas des personnes qui sont reconnues par la communauté scientifique. Anna Muse, par exemple, a écrit un livre en anglais qui parle de ses expériences. Sheldrake aussi a des livres qui sont traduits en français, mais qui ne parlent pas directement de communication avec l'animal. Il parle plutôt des capacités psychiques des animaux. Donc ça existe des choses qui vont se rapprocher de la communication intuitive, mais qui vont se spécialiser là-dedans, ça n'existe pas à ma connaissance.
C'est bien dommage, il y en a peut-être. Écoutez, moi j'appelle cette recherche de tous mes voeux. Si des scientifiques m'entendent en ce moment, je suis à leur disposition pour collaborer avec eux. Seulement, c'est vrai que souvent la recherche est je dirais, missionnée par des institutions qui attendent des résultats qu'ils jugent utiles pour la société. Et donc, il y a des questions de crédit, de délai de recherche, je dirais, de politique générale des laboratoires. J'ai moi-même travaillé dans des instituts de recherche, donc je connais bien ces protocoles et ces processus. Je pense que c'est quelque chose qui est... qu'on a peu de chances de voir arriver, mais bon, la société évolue vite et on peut rester optimiste. En attendant, moi, ce que je souhaite en tant que praticienne, c'est que cet outil soit mis à la disposition des gens et qu'ensuite, dans le quotidien, chacun puisse juger à sa mesure en quoi il peut lui être utile. Oui, puis alors si on s'imagine que les animaux commencent à parler, ils auraient peut-être beaucoup de choses à nous dire, on n'a peut-être pas forcément envie de l'entendre pour la plupart. Alors les animaux sont généralement très bienveillants par rapport à nous. Ça c'est, je crois qu'il ne faut pas avoir trop peur de ce côté-là. Mais c'est vrai que parfois, on reçoit des informations qui ne sont pas très plaisantes parce que ils ont aussi des mouvements d'humeur, ils ont aussi des peurs ou même des informations qui nous paraissent invraisemblables parce que on ne s'imaginait pas que, par exemple, ce couple qui a perdu sa chatte, je pense qu'ils ont un petit peu de mal à comprendre pourquoi leur chatte est fâchée, parce qu'évidemment, de leur point de vue, ils n'ont pas fait de faute. Donc, vous voyez, c'est vraiment toute cette réconciliation qui n'est possible que par la communication, parce que sinon, il y a des malentendus, il y a des non-dits ou alors des non-entendus. Et en fait, c'est vraiment par la communication qu'on peut avancer ensemble, c'est-à-dire mieux se connaître, peut-être apprendre à s'estimer aussi, à s'évaluer. On ne comprend pas toujours la force intérieure qu'il peut y avoir ou le courage qu'il peut y avoir chez un animal qui nous intéresse seulement parce qu'il est doux à caresser, par exemple. Alors justement, quel rôle la communication intuitive peut-elle avoir dans la compréhension et la protection de l'environnement ? La communication intuitive, c'est une espèce de plateforme, c'est un outil polyvalent qui peut aller dans toutes sortes de directions. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai choisi de le mettre à la disposition de tout un chacun. L'homme et la femme de la rue qui s'intéressent aux animaux, les gens qui vont au Champ de Mars attraper des pigeons blessés pour les soigner, les gens qui perdent leur chat, ceux qui veulent acheter un cheval pour faire de la compétition et qui ne savent pas finalement quelle va être la motivation ou la capacité de leur cheval, etc. Donc pour l'instant, je crois que ce qui est important pour moi, c'est que cet outil bénéficie aux animaux à travers les gens que les animaux intéressent. Puisque la difficulté relationnelle qui existe entre les animaux et les humains, c'est que nous avons du mal à les comprendre. Donc, en donnant un outil qui permet de les comprendre, je pense que ça peut vraiment faire avancer les choses si des gens sont décidés à s'en servir. Alors, s'en servir, ça ne veut pas dire croire n'importe quoi, ça veut dire quand même rester capable de bon sens et de discernement, évidemment. Sinon, on ne pourra pas être utile, on ne pourra pas faire avancer les choses. Il faut quand même garder la mesure de ce qu'il est possible de faire, etc. Mais évidemment, la communication intuitive peut avoir aussi des applications dans la recherche, comme je le disais tout à l'heure, permettre de connaître, je ne sais pas, les besoins sociaux d'une espèce qui vit en captivité, qui peut permettre aussi de connaître des réponses à des questions que se posent les scientifiques sans avoir de possibilités concrètes d'aller les explorer. Où vont se reproduire les baleines bleues, par exemple? C'est une question que les scientifiques aimeraient bien résoudre et dont on ne connaît pas la réponse depuis des années ou des recherches où ça intrigue des gens. Donc ça, ce sont des réponses tout à fait accessibles grâce à la communication intuitive. Alors ça ne veut pas dire que ça peut se régler en 5 minutes, c'est quelque chose qu'il faut quand même étudier et il faut installer des protocoles pour faire ces études-là. Mais la communication intuitive peut être très importante aussi dans
dans un regard nouveau qu'elle nous donne sur l'environnement. C'est-à-dire que nous considérons que les moustiques ou les dorifores sont des êtres indésirables. Eh bien, avec la communication intuitive, quand on les écoute, on comprend à quoi ils servent, au moins de leur point de vue. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord, mais au moins on aura une autre information que celle qu'on nous a racontée dans les livres de jardiniers, et on arrêtera d'utiliser des pesticides, ou alors on saura quoi faire pour les abeilles de notre ruche qui sont en train de mourir. On ne va pas forcément les empêcher de tomber malades, mais on va pouvoir les accompagner dans ce qu'elles vivent. On va pouvoir peut-être donner des indications à des thérapeutes en disant ce remède-là, ça a un effet qui n'était pas ce que vous souhaitiez, ou alors ça a un effet partiel, est-ce qu'on peut pas essayer autre chose? Vous voyez, donc ça nous donne quand même, en tant que non spécialiste, une possibilité de devenir des acteurs réels, des acteurs, je dirais, responsables aussi, c'est-à-dire des gens qui peuvent apporter leur pierre à la construction d'une société plus respectueuse, plus égalitaire, mais non seulement égalitaire entre les êtres humains, et ça, bien sûr, c'est très nécessaire, mais aussi entre les êtres humains et les animaux. J'espère, ça par contre, je pense que je vais recommencer au début ma phrase pour que ça soit plus clair. Là, par contre, alors on est certain que les recherches scientifiques contemporaines de notre époque, qui malheureusement ne sont peut-être pas encore assez vulgarisées dans la connaissance générale, mais ces connaissances-là nous montrent que la frontière entre l'être humain et l'animal est quelque chose qui s'effrite tous les jours. Il suffit d'écouter, par exemple, l'émission Vivre avec les bêtes sur France Inter, qui est très facile d'accès le dimanche après-midi, mais si on ne veut pas lire des études scientifiques ou s'abonner à des revues plus un petit peu ardues, eh bien, on se rend compte que finalement, on n'en est plus au rire et le propre de l'homme, et l'homme est le dieu de la création. C'est quelque chose qui est en train de... on sait qu'il y a des animaux qui ont toujours été méprisés, par exemple comme les porcs, qui sont capables de réussir le test du miroir, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se reconnaître dans un miroir, alors que ceux qui ne réussiraient pas penseraient que c'est un autre porc qui est en face d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce test? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont capables d'être conscients d'eux-mêmes. Donc, être conscients qu'ils sont tristes, qu'ils ont faim, qu'ils n'aiment pas leurs voisins, qu'ils sont dans un endroit trop petit, etc. C'est très important, ça, parce que c'est cette conscience de soi-même qu'on a souvent cru être le propre de l'homme. Donc, il y a là des choses qui sont très troublantes. On sait par exemple que on a pensé pendant assez longtemps que les neurones en fuseau qui sont dans notre cerveau sont dont on pense qu'ils s'occupent de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence émotionnelle, et de tout ce qui va nous permettre de construire une société et une culture. Ces neurones en fuseau, on sait qu'ils existaient chez l'homme et chez les primates. Alors on pouvait l'accepter chez les primates parce que l'homme descend du singe, etc. Mais là maintenant, on sait que les baleines ont des neurones en fuseau dans le cerveau, et en plus qu'elles en ont plus que nous en proportion. Donc ça, c'est quand même bluffant pour les gens qui croient qu'ils sont supérieurs aux êtres humains. Et bien là, on apprend que l'intelligence relationnelle des baleines est supérieure à celle des humains et des primates. Voilà. Donc si on se tient un petit peu à la pointe de ces connaissances-là, on ne peut plus croire que l'homme est supérieur et qu'il est en haut de l'échelle de l'évolution. C'est plus possible.